Ma mère a posé sa main sur le testament, son regard planté droit dans le mien, et a prononcé les mots qui ont fait voler ma vie en éclats. Tu n'auras pas un centime. Un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Très bien, ai-je répondu calmement. Alors n'attendez pas un centime de moi non plus. J'ai lentement posé mes couverts, je me suis levée, et j'ai quitté la table. Je pensais que c'était la fin, que j'avais touché le fond de la trahison. Mais ce que j'ignorais, c'est que quelques semaines plus tard, le vrai cauchemar allait frapper à ma porte, bien plus terrible que tout ce que j'aurais pu imaginer. Si vous pensez que la famille est un refuge sûr, un port dans la tempête, alors mon histoire pourrait bien ébranler vos certitudes. Avant de vous plonger dans les détails de cette soirée qui a tout changé, et dans la spirale infernale qui a suivi, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez mon histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Votre présence, même virtuelle, compte pour moi. Maintenant, laissez-moi vous emmener là où tout a commencé. Je m'appelle Amélie Renaud, et à 32 ans, je suis ce que la société appelle une femme qui a réussi. Mon nom est gravé sur une plaque de laiton à l'entrée d'un immeuble haussmannien de Lyon, juste en dessous du logo d'un des plus grands cabinets d'audit du monde. Associé. Partenaire. Un titre que j'ai conquis non pas avec grâce ou relation, mais avec la ténacité d'un soldat, au prix de milliers d'heures de travail acharné, de nuits blanches passées à déchiffrer des bilans financiers et de week-ends sacrifiés sur l'autel de l'ambition. Mon appartement, situé sur les quais de Saône, est le reflet de ma vie, spacieux, méticuleusement ordonné, avec une vue spectaculaire mais un silence assourdissant. C'est un sanctuaire de succès, mais aussi une forteresse de solitude. Le soir, la lumière des péniches danse sur mes murs blancs, mais je suis le plus souvent seul pour l'admirer, un dossier sur les genoux en guise de compagnie. Ce succès, je l'ai bâti seul, pierre par pierre, sans jamais demander un centime ni une faveur. Surtout pas à ma famille. Ma famille, les Renaud, réside à Écully, une de ces communes chics de la banlieue lyonnaise où les portails sont hauts et les secrets bien gardés. Notre maison est une vaste demeure bourgeoise, entourée d'un parc où pas un brin d'herbe ne dépasse, une vitrine parfaite de la réussite provinciale. Mon père, Bernard, est un homme d'affaires à la retraite qui a fait fortune dans l'immobilier. C'est un homme de poigne, charismatique en public, mais distant et exigeant en privé. Pour lui, la valeur d'une personne se mesure à son utilité et à l'image qu'elle renvoie. Ma mère, Françoise, est la gardienne de ce temple des apparences. Sa vie est un agenda de cocktails, de vernissage et de présidence de comités de bienfaisance. Elle est l'élégance même, mais sa chaleur est aussi calculée que ses plans de table. Au centre de leur univers gravitent mes frères et sœurs. Maxime, l'aîné de 4 ans, est le dauphin, l'héritier présomptif. Doté du charme de mon père mais dépourvu de son éthique de travail, il a toujours tout obtenu sans effort. Ses échecs scolaires étaient des « erreurs de jeunesse », ses entreprises ratées des « expériences enrichissantes ». Aujourd'hui, il vit grassement de « projets de conseil nébuleux », conduisant une voiture de sport que mon père lui a prêtée indéfiniment. Puis vient Juliette, ma cadette de 3 ans, l'artiste éthérée. Sensible et talentueuse, certes, mais élevée dans la conviction que le monde matériel devait s'adapter à ses aspirations, et non l'inverse. Elle occupe un loft spectaculaire sur les pentes de la Croix-Rousse, un atelier dont le loyer exorbitant est discrètement réglé par mes parents chaque mois. Ses moindres désirs sont des ordres, ses angoisses créatives, des drames nationaux. Et moi, je suis au milieu. L'invisible. La fille sérieuse, l'enfant responsable qui n'a jamais fait de vagues. Mon existence était une évidence silencieuse. Mes bonnes notes étaient attendues, mes succès, normaux. Je me souviens d'un Noël, j'avais 15 ans et une passion dévorante pour l'astronomie. J'avais passé des mois à économiser pour un télescope. J'espérais secrètement qu'il compléterait la somme. Ce matin-là, Maxime, qui venait de se faire retirer son permis pour excès de vitesse, a découvert les clés d'un scooter neuf sous le sapin, pour l'aider à être plus autonome. Juliette a déballé un séjour linguistique à Florence pour s'imprégner de l'art de la Renaissance. Moi, j'ai reçu un chèque, glissé dans une carte impersonnelle. Quand j'ai fièrement annoncé que, grâce à ce chèque et mes économies, j'allais enfin pouvoir acheter mon télescope, mon père a levé les yeux de son journal et a dit, sans la moindre trace d'enthousiasme, « L'astronomie ?
J'espère que tu sais que ça ne mène à rien sur un CV. Ce jour-là, la dernière lueur d'attente s'est éteinte en moi. J'ai compris que je devais tracer ma propre voie, éclairer mon propre chemin. Chaque diplôme, chaque promotion était une étoile que j'ajoutais à ma propre constellation, loin de leur galaxie glaciale. La semaine dernière, mon cabinet a annoncé ma nomination en tant qu'associé. La plus jeune de l'histoire du bureau de Lyon. Un accomplissement majeur. J'ai célébré seul, avec une coupe de champagne et la vue sur ma ville. Je n'ai même pas pensé à les appeler. Pourquoi l'aurais-je fait? Pourtant, le lendemain, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix, habituellement aussi nette et froide qu'un matin de janvier, était mielleuse, presque affectueuse. Elle m'invitait à un dîner de famille, le samedi suivant. Juste nous 5, a-t-elle insisté. Pour fêter quelque chose de spécial. Mon cœur, cet organe stupide et irrationnel, a raté un battement. Quelque chose de spécial. Et si? Et si, pour une fois, ce spécial, c'était moi? Une lueur d'espoir absurde, une vieille habitude tenace, s'est allumée dans les recoins les plus sombres de mon esprit. J'ai accepté. Je ne savais pas que j'acceptais une invitation pour ma propre exécution. Le trajet en voiture de mon appartement sur les quais jusqu'à la forteresse familiale d'Écully fut une véritable torture psychologique. Chaque feu rouge était une occasion pour mon cerveau de jouer et rejouer les scénarios possibles. Le meilleur, des parents souriants, une bouteille de champagne débouchée en mon honneur, des mots de fierté enfin prononcés. Le pire, un dîner ordinaire, où ma promotion serait mentionnée en passant, entre le fromage et le dessert, comme une anecdote sans importance. La réalité, je l'apprendrai bientôt, dépassait de loin mes pires appréhensions. J'avais choisi mon armure avec soin. Un tailleur-pantalon bleu marine, signé d'un créateur dont je savais que ma mère reconnaîtrait la valeur. Des escarpins fins, un collier de perles discret. L'uniforme de la femme qui a réussi, de la fille qui n'a besoin de rien ni de personne. En me garant devant le perron immaculé, j'ai pris une profonde inspiration. Tu n'as rien à leur prouver, me suis-je murmuré, mais les mots sonnaient creux, comme un mensonge que l'on se répète pour se donner du courage. Ma mère m'a accueilli avec une effusion calculée. 2 bises qui ont effleuré l'air à côté de mes joues. Amélie, ma chérie. Quelle élégance. Tu es pile à l'heure, comme toujours. Chaque mot était une micro-agression. Mon élégance était notée, ma ponctualité, soulignée comme un trait de caractère rigide. J'ai été conduite au salon, où mon père m'a salué d'un « Amélie » et d'un hochement de tête, sans quitter son fauteuil en cuir. L'ambiance était aussi chaleureuse qu'une salle de conseil d'administration avant une restructuration. La soirée a véritablement commencé avec l'arrivée de mes frères et sœurs. Maxime et sa femme, Caroline, ont fait une entrée triomphale, accueillis par des rires et des accolades. Maxime a immédiatement captivé l'attention de mon père avec le récit d'un investissement prétendument génial qu'il était sur le point de faire. Juliette est arrivée en dernier, comme à son habitude, avec un retard d'une demi-heure, suivie d'un jeune homme aux cheveux longs qu'elle a présenté comme son « nouveau guide spirituel ». Ma mère a gloussé, trouvant son excentricité absolument charmante. Nous sommes passés à table. Une table magnifique, dressée avec la porcelaine de Limoges et l'argenterie de famille. Mais je me sentais comme à un banquet de spectres. C'est là que l'incident a eu lieu. Alors que je m'asseyais, Juliette, en se déplaçant derrière moi pour rejoindre sa place, a eu un geste faussement maladroit. Son verre de vin rouge s'est renversé en un arc parfait, venant s'écraser sur le blanc immaculé de mon chemisier en soie. Une grande tache écarlate, comme une blessure béante. Oh, mon Dieu! Amélie! Je suis tellement désolée, s'est-elle écriée, une main devant sa bouche pour cacher un sourire à peine perceptible. Ma mère a soupiré d'un air excédé, Juliette, tu es d'une maladresse. Mais le coup de grâce est venu de Maxime. Il m'a regardé avec un air de fausse pitié et a lancé, chat, Amélie, on dirait que le blanc virginal, ce n'est finalement pas pour toi. Le sous-entendu était clair, venimeux. Il m'avait marqué, souillé, avant même que le repas ne commence. Le reste du dîner fut un non-supplice. J'ai essayé, à plusieurs reprises, d'orienter la conversation vers ma carrière. À propos de travail ai-je commencé,
j'ai eu une excellente nouvelle au cabinet cette semaine. Mais ma phrase a été immédiatement noyée par Juliette qui se plaignait du manque de « vraie lumière » dans son atelier, ce qui a déclenché une longue discussion sur la possibilité d'installer une verrière. Plus tard, j'ai tenté à nouveau, mais mon père m'a coupé pour raconter une vieille blague sur les comptables, déclenchant l'hilarité générale. J'étais transparente. Mes réussites n'existaient pas dans leur monde. Je souriais, je mangeais, je répondais par monosyllabes, mais à l'intérieur, un désert de glace s'étendait. J'observais leurs visages animés, leurs rires complices, et je réalisais avec une certitude absolue que je n'avais pas ma place ici. Je n'étais pas seulement l'enfant du milieu, j'étais l'erreur de casting, la pièce du puzzle qui ne s'emboîtait nulle part. Après le dessert, mon père a tapoté son verre avec son couteau. Le son clair et strident a fait taire toutes les conversations. Son visage est devenu grave. Françoise et moi avons une annonce importante à faire, a-t-il dit, son regard balayant la table avant de se fixer sur moi. Une annonce concernant l'avenir et le patrimoine de cette famille. Le mot « patrimoine » a fait l'effet d'une détonation. Ma mère a jeté un regard vers le bureau, puis vers moi. Un regard froid, impénétrable, un regard qui ne laissait présager rien de bon. Mon estomac s'est transformé en un nœud de serpent glacé. Le vrai motif de ce dîner allait enfin être révélé. Le silence qui s'est abattu sur la salle à manger était d'une densité presque palpable. Le tic-tac de la grande horloge comtoise dans le couloir semblait scander les dernières secondes de l'illusion que j'entretenais encore sur ma famille. Maxime s'est redressé sur sa chaise, son expression soudainement sérieuse et attentive. Juliette a posé son verre, un air de fausse innocence sur le visage. Ils étaient prêts. Ils connaissaient leur rôle par cœur. Mon père a pris une posture qu'il affectionnait, les mains jointes sur la table, le menton légèrement relevé. C'était sa posture de patriarche bienveillant mais ferme, celle qu'il utilisait pour annoncer des décisions irrévocables. Votre mère et moi avons atteint un âge où il est de notre responsabilité de penser à l'avenir, a-t-il commencé d'une voix grave et solennelle. Nous avons consacré notre vie à bâtir quelque chose de solide, non seulement pour nous, mais pour les générations futures. Pour vous, nos enfants. Il a fait une pause théâtrale, laissant le poids de ses mots s'installer. J'ai senti mon cœur marteler ma poitrine. Une partie de moi, la petite fille naïve qui refusait de mourir, espérait encore. Peut-être allait-il annoncer une répartition équitable, un geste de reconnaissance. Ma mère a alors pris la parole, sa voix tranchante comme du verre pilé. Nous avons donc consulté notre notaire et pris nos dispositions. Nous avons rédigé notre testament. Elle a prononcé le mot « testament » avec une sorte de révérence morbide. C'est à ce moment-là qu'elle a posé sa main sur le portefeuille en cuir sombre qu'elle avait apporté du bureau, comme pour en sceller le contenu. Mon père a repris, et cette fois, son regard s'est ancré dans le mien, sans ciller. Après mûre réflexion, nous avons décidé que l'intégralité de notre patrimoine, la maison, les terrains, les comptes en banque, absolument tout sera divisé à parts égales entre Maxime et Juliette. La phrase est restée suspendue dans l'air, flottant au-dessus des restes du dessert. L'intégralité. Le mot a ricoché dans mon crâne. J'ai regardé Maxime, qui examinait soudainement ses ongles avec une attention fascinée. J'ai regardé Juliette, qui fixait son assiette vide. Personne ne me regardait. J'étais seule, au centre d'un cercle de lâcheté. Ma propre voix m'a semblé venir de très loin quand j'ai demandé, avec un calme qui m'a moi-même surprise, l'intégralité ? C'est là que ma mère s'est penchée en avant, son visage se durcissant, et a asséné le coup final, articulant chaque syllabe pour que je n'en perde pas une miette. Tu n'auras pas un seul centime. Amélie. Le silence qui a suivi fut encore plus terrible. Mon père a cru bon d'ajouter une justification, une tentative pathétique de draper leur cruauté dans les habits de la logique. Écoute, Amélie, sois raisonnable. Tu as une carrière magnifique, tu gagnes très bien ta vie. Tu es indépendante. Tu n'as pas besoin de nous. Maxime, lui, a une famille à charge, des projets à développer. Et Juliette, eh bien, la vie d'artiste est précaire. C'est notre devoir de les protéger. J'étais punie pour mon succès. Condamnée pour mon indépendance. Ma force était devenue ma faute.
Et c'est à cet instant précis que la magie, ou plutôt la malédiction, s'est rompue. La douleur sourde que j'avais portée en moi depuis l'enfance, cette quête éperdue de leur approbation, tout cela s'est évaporé. Remplacé par une clarté froide et absolue. Je les ai regardés, un par un. Mon père, l'homme d'affaires impitoyable cachant ses failles derrière l'autorité. Ma mère, la femme du monde terrifiée à l'idée de perdre son statut. Mon frère, le faible se cachant derrière les privilèges. Ma sœur, l'égoïste se cachant derrière la sensibilité. J'ai vu le mécanisme, la dynamique pathétique qui les unissait. Et j'ai compris que je n'en faisais pas partie. Un sourire a effleuré mes lèvres. Pas un sourire de tristesse ou de colère. Un sourire de libération. Très bien, ai-je dit, ma voix parfaitement stable. Je comprends. J'ai marqué une pause, les regardant droit dans les yeux. Alors, un conseil. N'attendez pas un centime de moi non plus. Jamais. Pourquoi que ce soit. La stupeur s'est peinte sur leur visage. Mon père a ouvert la bouche pour protester, mais j'étais déjà en train de me lever. J'ai soigneusement plié ma serviette et l'ai posée à côté de mon assiette. Merci pour le dîner, ai-je ajouté. Et surtout, merci pour cette clarification. C'est le cadeau le plus précieux que vous m'ayez jamais fait. Amélie, reviens ici immédiatement, a ordonné mon père. Je ne crois pas, non, ai-je répondu sans me retourner. Je crois que j'ai assez donné. J'ai traversé la maison, le bruit de mes pas résonnant sur le marbre comme le glas d'une relation morte. Une fois dans ma voiture, j'ai fermé les portières, et le barrage a cédé. J'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de rage. La rage d'avoir perdu tant d'années. Et puis, au milieu des larmes, un sentiment nouveau a émergé, la paix. La paix froide et exaltante de la liberté. Je venais de naître une seconde fois, et cette fois, je naissais seule. Je pensais que la coupure serait nette. Je m'imaginais entrant dans une nouvelle phase de ma vie, libérée, plus forte. Et pendant 2 semaines, ce fut presque le cas. J'ai changé mon numéro de téléphone, créé une nouvelle adresse e-mail. J'ai érigé une muraille de Chine numérique autour de ma vie. Le silence de leur absence était apaisant. Je me suis plongé dans le travail avec une ferveur renouvelée. Le cabinet était mon royaume, un lieu régi par la méritocratie et les résultats, un monde où mon nom de famille n'avait aucune importance. C'était mon sanctuaire, et je croyais qu'il était inviolable. J'avais tort. La première fissure est apparue subtilement. Un email de l'assistante d'un des dirigeants, me demandant de transférer un dossier stratégique à une autre associée, Carole. La raison invoquée était vague, répartition de la charge de travail. J'ai trouvé cela étrange, mais je n'ai pas protesté. Puis, lors de la réunion hebdomadaire des associés, j'ai senti un changement d'attitude à mon égard. Des regards en coin, un silence gêné lorsque je prenais la parole. On m'a posé des questions pointues, presque agressives, sur un dossier que je maîtrisais parfaitement. J'ai senti que je n'étais plus dans le cercle de confiance. Le coup de grâce est venu une semaine plus tard. Mon plus gros client, une entreprise technologique dont j'avais personnellement orchestré le redressement, a demandé mon retrait de leur dossier. Le directeur financier, un homme avec qui j'avais bâti une relation de confiance pendant des mois, m'a appelé personnellement. Il était embarrassé. Écoutez, Amélie. Le comité de direction a reçu des informations, disons, préoccupantes, concernant votre stabilité personnelle. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Stabilité personnelle. Le mot était lâché. La calomnie avait fait son œuvre. Ce soir-là, Sophie, ma seule véritable amie au cabinet, m'a avoué la vérité, le visage rongé par la culpabilité. Amélie, c'est horrible. Une rumeur circule. C'est immonde. Elle m'a raconté l'histoire qui se propageait comme un poison. Une histoire où j'étais la méchante. La fille cupide et manipulatrice qui avait harcelé ses parents pour l'héritage, au point qu'ils avaient dû prendre des mesures pour se protéger. Une histoire qui me dépeignait comme une personne déséquilibrée et dangereuse. La source de cette histoire ? Carole, bien sûr. Mon ambitieuse rivale, qui lorgnait ma place depuis des années. Mais les détails étaient si précis, si intimes. Elle ne pouvait pas les avoir inventés.
Comment sait-elle tout ça, Sophie, ai-je demandé, la voix brisée. Sophie a baissé les yeux. Je ne sais pas. Mais elle prétend avoir une source, un ami proche de la famille, qui s'inquiète pour tes parents. Un ami proche de la famille. Mon sang s'est glacé. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait jouer ce rôle. Maxime. La rage a remplacé le désespoir. J'ai passé une partie de la nuit à réfléchir, non pas comme une sœur blessée, mais comme l'auditrice que j'étais. Je devais trouver des preuves. Le lendemain, j'ai utilisé un prétexte technique pour demander au service informatique de vérifier l'activité suspecte sur le serveur de messagerie de Carole. Ce qu'ils ont trouvé a dépassé mes pires cauchemars. Ils ont découvert un échange de mails entre Carole et mon frère. Maxime lui avait non seulement raconté sa version tordue du dîner, mais il lui avait aussi fourni des anecdotes de mon adolescence, sorties de leur contexte, pour me faire passer pour une personne instable depuis toujours. Et le pire était à venir. En pièce jointe d'un de ces emails, il y avait un brouillon. Le brouillon de la lettre anonyme qui avait été envoyée à la direction. Mon propre frère avait orchestré ma destruction professionnelle. La douleur a été physique. C'était une trahison d'un tout autre ordre. M'effacer de leur avenir financier était une chose. Tenter de saboter mon présent, de détruire la seule chose qui me définissait, c'était une déclaration de guerre totale. J'étais seul, piégé dans une toile de mensonges. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous dénoncé votre frère publiquement, au risque de laver votre linge sale en public et de paraître encore plus instable? Auriez-vous démissionné? Ou vous seriez-vous battu, seul contre tous? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, car à ce moment précis, j'étais au bord du gouffre, sans aucune idée de la marche à suivre. C'est au plus profond de ce désespoir qu'un appel est venu fendre le silence. Un numéro que je ne connaissais pas. Une voix d'homme, calme et professionnelle. Bonjour, mademoiselle Renaud. Mon nom est Étienne Chevalier, je suis avocat. Je vous appelle concernant votre famille. Mon premier réflexe a été de raccrocher, pensant à une nouvelle manœuvre. Mais il a ajouté une phrase qui a tout changé, je pense que le patrimoine de vos parents n'est pas du tout ce que vous imaginez. J'ai rencontré maître Étienne Chevalier le lendemain, dans un petit café discret du 6e arrondissement de Lyon. La prudence se battait en moi contre une curiosité morbide. J'étais sur mes gardes, m'attendant à un piège, une nouvelle manipulation. Mais l'homme qui s'est assis en face de moi était différent. La quarantaine, un visage aux traits réguliers, un regard franc qui ne fuyait pas le mien. Il dégageait une sorte d'autorité tranquille, celle des gens qui maîtrisent leur sujet. Merci d'être venue, mademoiselle Renaud, a-t-il commencé après que le serveur a déposé nos cafés. Je sais que mon appel a dû vous surprendre. Je vais être direct. Je ne suis pas l'avocat de vos parents. Au contraire. Je représente les intérêts de plusieurs personnes qui, au fil des ans, ont été, disons, des partenaires commerciaux de votre père. Il a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier. Contrairement au portefeuille en cuir de ma mère, celui-ci était usé, fonctionnel. En tant qu'avocat, j'ai l'habitude de faire des recherches approfondies. Les registres des hypothèques, les statuts des sociétés au greffe du tribunal de commerce. Tout est public, pour qui sait lire entre les lignes. Et les lignes concernant la fortune de la famille Renaud racontent une histoire bien différente de celle que l'on pourrait croire. Il a fait glisser le dossier vers moi. Je l'ai ouvert avec une appréhension mêlée d'une étrange excitation. Ce n'étaient pas des ragots, mais des faits bruts. Des documents officiels, estampillés, incontestables. Et ces documents peignaient le portrait d'un désastre. La première page était un relevé hypothécaire. La maison d'Écully, le symbole de leur statut, était grevé de 3 hypothèques. La première datait de 2009, juste après la crise financière. La seconde, de 2015. La dernière, et la plus importante, avait été souscrite il y a moins d'1 an, pour un montant de près d'1 demi-million d'euros. Le total des dettes dépassait largement la valeur estimée de la propriété. La maison ne leur appartenait plus, elle appartenait aux banques. Les pages suivantes étaient encore pires. Le chalet de Megève, où Juliette passait ses vacances d'hiver, faisait l'objet d'une procédure de saisie. La résidence de Cap-Ferret, que Maxime utilisait pour impressionner ses clients,
avait été vendue à perte 18 mois plus tôt. Quant aux fameuses sociétés de mon père, la plupart étaient des coquilles vides, lourdement endettées, qui ne servaient qu'à contracter de nouveaux prêts pour en rembourser d'anciens. C'était un château de cartes financier, sur le point de s'effondrer. Votre père, a expliqué Maître Chevalier, est un illusionniste. Il a passé la dernière décennie à jongler avec les dettes, à utiliser la réputation de son nom pour obtenir des crédits que n'importe quel autre entrepreneur se serait vu refuser. Il a financé un train de vie royal avec de l'argent qu'il n'avait pas. Je l'écoutais, abasourdi. Chaque mot qu'il prononçait faisait écho à la scène du dîner, mais en lui donnant un éclairage nouveau, grotesque. Le testament? Ai-je soufflé? Le dîner? Ce n'était qu'une mise en scène. Une manœuvre désespérée, a corrigé l'avocat. En vous déshéritant officiellement, votre père faisait d'une pierre deux coups. D'une part, il vous mettait à l'abri de ses créanciers. Si vous n'êtes pas héritière, vous n'héritez pas des dettes. D'autre part, et c'est là que réside le génie pervers de la chose, il sauvait la face. Il préférait passer pour un père cruel plutôt que pour un homme d'affaires raté. Il a transformé sa faillite en un acte d'autorité paternelle. Une vague de nausée m'a submergé. La cruauté n'était pas le but, c'était un dommage collatéral, le prix à payer pour préserver son ego. Mais pourquoi me dire tout ça? Pourquoi vous? Ai-je demandé, encore méfiante. Le regard d'Étienne Chevalier s'est voilé d'une tristesse ancienne. Parce qu'il y a 20 ans, mon père, un petit artisan honnête, a tout perdu à cause d'un homme comme le vôtre. Un homme qui l'a entraîné dans un projet grandiose avant de le laisser couler avec les dettes. J'étais trop jeune pour faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis avocat. Et quand je vois une injustice qui me rappelle mon histoire, je n'aime pas rester les bras croisés. Je suis rentré à Lyon ce jour-là avec le sentiment d'être dans un autre monde. La vérité ne m'avait pas libéré. Elle m'avait plongé dans une réalité encore plus complexe. Mes parents n'étaient pas seulement cruels, ils étaient pathétiques. Mes frères et sœurs n'étaient pas seulement privilégiés, ils étaient les bénéficiaires d'une illusion. J'ai passé les semaines suivantes à me battre pour ma place au cabinet, armé d'une nouvelle détermination. Et j'ai commencé à gagner. Mais alors que je reprenais pied, un matin, le téléphone de mon bureau a sonné. Mon assistante m'a passé l'appel, le visage blême. C'est l'hôpital de la Croix-Rousse. Ils disent que c'est urgent. C'est à propos de votre père. L'annonce de l'hospitalisation de mon père a provoqué en moi une réaction que je n'aurais jamais anticipée, le vide. Pas de tristesse, pas de panique, pas même de satisfaction mauvaise. Juste un silence blanc, assourdissant. La voix de l'infirmière au téléphone semblait provenir d'une très grande distance, détaillant des informations techniques, accident vasculaire cérébral ischémique. Hémisphère gauche. Pronostic vital engagé. Les mots flottaient autour de moi sans vraiment m'atteindre. Vous êtes bien mademoiselle Amélie Renaud, sa fille, listée comme personne à contacter en priorité? La question m'a ramené brutalement à la réalité. La personne à contacter en priorité. Moi. La paria, l'exclue, la déshéritée. L'ironie était si violente qu'elle en devenait absurde. J'ai répondu « oui » d'une voix mécanique, j'ai noté le numéro de la chambre, et j'ai raccroché. Je suis restée assise à mon bureau pendant de longues minutes, fixant le mur, mon agenda de la journée ouvert sur une liste de réunions qui semblait soudainement appartenir à une autre vie. Que faire? La question n'était pas logique, elle était viscérale. Une partie de moi, la partie blessée, la guerrière qui avait survécu au dîner et à la trahison de son frère, criait de ne rien faire. De les laisser se débrouiller. Ils avaient fait leur choix, ils m'avaient signifié que je ne faisais plus partie de l'équation. Pourquoi devrais-je y retourner? C'était leur drame, plus le mien. C'était la justice. Mais une autre partie de moi, plus ancienne, plus enfouie, s'agitait. C'était la petite fille qui, malgré tout, avait aimé son père. C'était la femme qui avait pour principe de ne jamais tourner le dos à quelqu'un en détresse, même si cette personne était son propre bourreau. Aller à cet hôpital, ce n'était pas leur pardonner. C'était rester fidèle à moi-même. Le débat intérieur a fait rage pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital de la Croix-Rousse. Quand je suis entrée dans le couloir aseptisé de l'unité de soins intensifs, j'ai vu ma mère, et j'ai su que j'avais pris la bonne décision.
Elle était assise sur une chaise en plastique inconfortable, recroquevillée sur elle-même. La grande Françoise Renaud, la reine des salons lyonnais, n'était plus qu'une femme âgée, seule et terrifiée. Son tailleur Chanel était froissé, son maquillage avait coulé, laissant des traces sombres sur ses joues. Elle fixait le vide, tordant un mouchoir en papier entre ses doigts. Elle a levé la tête quand je me suis approchée. Dans ses yeux, je n'ai vu ni reproche, ni attente. Juste un immense désarroi. « Amélie » a-t-elle murmuré, comme si elle n'osait pas croire que j'étais vraiment là. « Tu es venue. »« Où sont les autres ?» ai-je demandé, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. Son visage s'est contracté. « Maxime. Il est à Dubaï. Il a dit qu'il n'y avait pas de vol avant demain, ou après-demain. Il n'était pas très clair. » Elle a détourné le regard, honteuse. Juliette est à Saint-Tropez. Elle a paniqué. Elle a dit qu'elle ne supportait pas les hôpitaux. Les enfants chéris, les héritiers, avaient fui, laissant leur mère seule face à la mort potentielle de leur père. La charge, une fois de plus, retombait sur les épaules de celle qu'ils avaient jugée indigne. Le médecin est venu nous parler. Il a confirmé la gravité de l'AVC. Mon père était dans le coma, son état critique. Il a parlé de décisions à prendre, de traitements coûteux, de l'incertitude de la survie, et encore plus de la récupération. Puis il a abordé le sujet qui fâche. J'ai jeté un œil à sa mutuelle, a-t-il dit avec une prudence professionnelle. La couverture est très basique. La plupart des soins intensifs et de la rééducation future ne seront pas pris en charge. Après son départ, ma mère s'est effondrée. C'est là, dans ce couloir d'hôpital impersonnel, qu'elle a tout avoué. Pas seulement la ruine financière, que je connaissais déjà, mais l'ampleur du désastre. Les comptes étaient à sec. Les cartes de crédit avaient été refusées ce matin même quand elle avait voulu acheter un café. La procédure de saisie du chalet de Megève était finalisée. Ils étaient au bord du précipice. Je ne sais pas comment on va faire, Amélie, a-t-elle sangloté, s'accrochant à mon bras. Je ne sais même pas comment payer pour tout ça. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait si froidement annoncé que je n'aurais pas un centime. Et maintenant, son regard, ses larmes, son désespoir, tout en elle me suppliait de la sauver. La tentation de lui rappeler ses propres mots a été fulgurante, intense. Mais en voyant sa détresse, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Juste une immense et profonde pitié. Ce n'était plus un choix entre la vengeance et le pardon. C'était un choix entre la destruction et la reconstruction. Laisser leur monde s'écrouler, ou être celle qui tend la main pour en sauver les morceaux. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids du monde s'abattre sur mes épaules. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon assistante. Sophie, ai-je dit. Annule tout pour le reste de la semaine. J'ai une urgence familiale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le mot « urgence » était faible. Ce fut un tsunami. Les jours suivants se sont transformés en un marathon épuisant, une course contre la montre pour éviter l'effondrement total. Mon congé s'est prolongé. J'ai transformé une petite salle d'attente de l'hôpital en mon bureau de campagne, mon ordinateur portable et mon téléphone devenant mes seules armes. J'ai fait ce que je faisais de mieux, j'ai analysé, j'ai négocié, j'ai restructuré. Mais cette fois, les enjeux n'étaient pas des parts de marché ou des bénéfices. C'était la survie de ma famille. La première bataille fut avec l'administration de l'hôpital. Face à leur mur de procédures et de tarifs, j'ai sorti ma carte d'associé d'un grand cabinet. J'ai parlé leur langage, plan de paiement, garantie, négociation. J'ai déposé un acompte substantiel avec ma propre carte de crédit, un montant qui a fait pâlir ma mère, mais qui a acheté un temps précieux. La deuxième bataille fut avec les banques. Un par un, j'ai appelé les créanciers. J'ai utilisé mon expertise pour décortiquer leurs contrats de prêt, trouver des failles, proposer des échéanciers réalistes. J'ai passé des heures à argumenter, à menacer subtilement de poursuites judiciaires pour pratiques de prêt abusives, à flatter quand il le fallait.
J'ai réussi à geler la procédure de saisie de la maison d'Écully, obtenant un sursis de quelques mois. C'était une petite victoire, mais elle avait le goût de l'oxygène pour une famille qui se noyait. Ma mère, d'abord simple spectatrice passive de mon déploiement d'énergie, a commencé à changer. Voyant que je ne la jugeais pas, mais que j'agissais, elle a commencé à participer. Je lui ai donné des tâches simples, classer les factures, appeler les assurances. Pour la première fois de sa vie, elle était confrontée à la réalité de ses finances. La peur a lentement laissé place à une forme de détermination. Puis, les « héritiers » sont arrivés. Maxime est rentré de Dubaï, non pas contrit, mais furieux. Comment papa a-t-il pu nous laisser dans une situation pareille, a-t-il tempêté, comme si la faillite était une offense personnelle. Quand je lui ai présenté un budget prévisionnel des soins de notre père et que je lui ai demandé de prendre en charge sa part, il est devenu blanc. Mais, je n'ai pas cet argent. Tous mes fonds sont investis, a-t-il prétendu. La confrontation a été brutale. J'ai dû lui expliquer que ses investissements étaient des chimères et que son train de vie était terminé. Il a quitté l'hôpital en claquant la porte, me laissant seul avec les responsabilités. Juliette est arrivée le lendemain, les yeux rougis, non pas de chagrin, mais d'apitoiement sur elle-même. Elle a passé 10 minutes au chevet de notre père avant de déclarer que l'énergie de l'hôpital était trop négative pour sa créativité. Sa seule préoccupation était de savoir comment elle allait payer le loyer de son loft le mois prochain. J'ai dû lui annoncer, le plus doucement possible, qu'elle allait devoir trouver un travail. Un vrai. Sa réaction fut un mélange d'incrédulité et de panique enfantine. Au milieu de ce chaos, un miracle silencieux s'est produit. Une semaine après son AVC, mon père a commencé à montrer des signes de conscience. Un jour, alors que j'étais assise à côté de son lit, épuisée, en train de relire pour la 100e fois un contrat de prêt, j'ai senti une pression sur ma main. Ses yeux étaient ouverts. Ils étaient fixés sur moi. Il a essayé de parler, mais seuls des sons indistincts sont sortis. J'ai vu la frustration et la peur dans son regard. Je lui ai juste dit, « Chut, papa. Repose-toi. Je suis là. Je m'occupe de tout. » Et pour la première fois, j'ai vu une larme couler sur sa joue paralysée. Quelques jours plus tard, il était suffisamment stable pour que nous puissions commencer à trier ses affaires. C'est en cherchant des documents importants dans son bureau à Écully que ma mère et moi avons trouvé ce fameux tiroir fermé à clé. Après avoir réussi à l'ouvrir, nous avons découvert le dossier à mon nom. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes. J'ai parcouru les coupures de presse, les programmes, les articles. Chaque document était un fantôme d'un succès passé, un succès que j'avais cru non célébré, ignoré. Et pourtant, il les avait tous conservés, comme des trésors. Ma mère pleurait silencieusement à côté de moi. « Il était si fier de toi, Amélie », a-t-elle sangloté. Mais il ne savait pas comment le dire. Ta réussite le renvoyait à ses propres échecs, à l'imposture qu'il était devenu. C'était plus facile de t'ignorer que de se confronter à son propre miroir. Cette découverte n'a pas effacé des années de négligence. Mais elle a offert une explication, un contexte. La cruauté n'était peut-être que le masque d'une profonde honte. Au chevet de mon père, quelques jours plus tard, alors qu'il commençait à retrouver un semblant de parole, j'ai posé le dossier sur ses genoux. Ses yeux se sont remplis de larmes en voyant ce que je tenais. Il a lutté pour former des mots. Honteux, a-t-il articulé avec une difficulté immense. J'étais honteux. Toi, si brillante. Moi, un raté. Ce n'était pas une excuse. C'était une confession. Et c'est peut-être tout ce dont j'avais besoin. Non pas pour pardonner, pas encore. Mais pour commencer à comprendre. Le chemin serait encore long, mais pour la première fois, je sentais qu'une reconstruction, aussi fragile soit-elle, était peut-être possible. Le sauvetage financier n'était que la première étape. La véritable reconstruction, celle des âmes et des relations, a pris bien plus de temps et a été infiniment plus complexe. L'année qui a suivi l'AVC de mon père a été une succession de petites batailles, de reculs douloureux et de victoires fragiles. J'ai agi non pas en sauveuse, mais en chef de projet. J'ai établi des règles, des budgets, des objectifs. Chacun devait trouver sa place dans ce nouvel écosystème familial. Les 3 premiers mois ont été marqués par la résistance.
Maxime, en particulier, a eu beaucoup de mal à accepter sa nouvelle réalité. La perte de sa femme, de son statut et de sa sécurité financière l'a plongé dans une colère amère. Il m'en voulait, comme si j'étais la cause de son malheur et non la simple messagère. Nos conversations étaient tendues, souvent houleuses. Il a essayé de monter ma mère contre moi, de la convaincre que je prenais trop de pouvoir. Mais pour la première fois, ma mère a tenu bon. Amélie nous a sauvés, Maxime, lui a-t-elle dit un jour devant moi. Il est temps que tu commences à agir comme un homme. Ce fut un tournant. Confronté à un front uni, il a commencé à plier. Juliette, quant à elle, a traversé une phase de déni artistique. Elle s'est enfermée dans l'idée qu'un mécène allait la découvrir et résoudre tous ses problèmes. Elle a passé des semaines à postuler à des bourses prestigieuses, sans succès. La réalité l'a frappée durement lorsqu'elle a dû vendre certaines de ses propres toiles pour payer ses factures. Vendre son art non pas pour la gloire, mais pour survivre, a été une leçon d'humilité fondamentale pour elle. Pendant ce temps, la rééducation de mon père était notre point de ralliement. Chaque petit progrès, un mot prononcé plus clairement, un pas fait avec plus d'assurance était célébré comme une grande victoire. Sa vulnérabilité physique a fait tomber les dernières barrières de son autorité distante. Il est devenu dépendant de nous, de ma mère pour les soins quotidiens, de moi pour la gestion des finances, et même de Maxime et Juliette, qui ont commencé à venir plus régulièrement, non pas par obligation, mais par un sentiment de devoir filial naissant. La deuxième phase, celle de la reconstruction active, a commencé vers le 4e mois. Nous avons pris la décision difficile de vendre la maison d'Écully. C'était un crève-cœur, surtout pour ma mère, car cette maison représentait toute sa vie. Mais c'était une nécessité financière. La vente a permis de solder la quasi-totalité des dettes. Mes parents ont emménagé dans un appartement plus petit, plus modeste, à Lyon. Une nouvelle vie, plus simple, s'imposait à eux. Ce déménagement a été un catalyseur pour mes frères et sœurs. Confronté au fait qu'il n'y avait plus de maison familiale où se réfugier, Maxime a dû prendre sa vie en main. Il a accepté un poste de représentant commercial. Le salaire était modeste, mais le travail était honnête. Il a commencé une thérapie pour gérer sa colère et son sentiment d'échec. Lentement, il a commencé à reconstruire une relation avec ses enfants, basée non plus sur l'argent et les cadeaux, mais sur le temps et l'attention. Juliette, voyant que le monde de l'art ne lui ouvrirait pas ses portes si facilement, a fait un choix courageux. Elle s'est inscrite dans une école pour suivre une formation en design graphique. Elle a canalisé sa créativité dans une voie plus pragmatique, découvrant un talent pour la communication visuelle qu'elle ne soupçonnait pas. Pour la première fois, elle avait un objectif, une structure, des échéances à respecter. Les derniers mois de l'année ont été ceux de la stabilisation. Les crises étaient moins fréquentes. Nous avons instauré un dîner de famille tous les dimanches. Au début, c'était maladroit, tendu. Nous réapprenions à nous parler. Nous avons eu des conversations difficiles, exhumant de vieux griefs, mais pour la première fois, nous les avons abordées avec une volonté d'écoute. Mon père, bien que toujours handicapé par les séquelles de son AVC, participait activement. Il a présenté ses excuses, à chacun d'entre nous, pour ses erreurs passées. Des excuses simples, sans fioritures, mais sincères. L'approche de Thanksgiving a ravivé des souvenirs douloureux. L'idée de nous réunir pour cette fête, un an après le dîner de la discorde, était intimidante. C'était un test. Un examen final pour voir si les fondations que nous avions si péniblement reconstruites étaient assez solides pour supporter le poids du passé. Allions-nous enfin nous comporter comme une famille, ou les fantômes de nos anciens rôles toxiques allaient-ils revenir nous hanter? Le jour de Thanksgiving, je suis arrivée au nouvel appartement de mes parents avec Étienne, une tarte aux pommes maison à la main. L'endroit était petit comparé à la demeure d'Écully, mais il était rempli d'une chaleur que je n'avais jamais connue dans notre ancienne maison. Ça sentait la cannelle et la dinde rôtie. La porte n'était pas fermée à clé. La scène qui m'a accueilli m'a serré le cœur. Ma mère, en tablier, sortait un plat du four en riant. Juliette était à ses côtés, dressant la table avec une vaisselle simple mais jolie. Maxime était assis dans le salon avec mon père, lui montrant des photos de ses enfants sur son téléphone. Mon père, assis dans un fauteuil confortable plutôt que sur un trône de cuir, souriait. Un vrai sourire.
Ils n'avaient pas besoin de moi pour que la vie continue. Et c'était la plus belle chose au monde. Le dîner fut simple, joyeux, presque normal. Nous avons parlé de choses ordinaires, du nouveau travail de Maxime, des projets de Juliette, de la santé de mon père. Il n'y avait pas de tension, pas de sous-entendu. Juste des gens qui partageaient un repas. Nous n'étions plus des archétypes: le patriarche, la mondaine, l'héritier, l'artiste, la bête de somme. Nous étions juste Bernard, Françoise, Maxime, Juliette et Amélie. À la fin du repas, mon père a levé son verre, sa main tremblant légèrement. Il a attendu que le silence se fasse. Son regard a croisé le mien. Il y a un an, a-t-il commencé, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des mois, j'étais un homme riche. Je pensais que la richesse se mesurait en euros, en propriété, en statut. J'ai tout perdu. Et c'est seulement en perdant tout que j'ai compris quelle était la vraie richesse. Il a fait une pause, et son regard a balayé chacun d'entre nous. La vraie richesse, c'est ça. C'est cette table. C'est d'être encore tous là, ensemble. Et nous devons cela à une seule personne. Il a levé son verre plus haut, dans ma direction. À Amélie. Qui avait toutes les raisons du monde de nous abandonner, mais qui nous a montré ce que signifie vraiment le mot « famille ». Elle a sauvé bien plus que nos finances. Elle nous a sauvés de nous-mêmes. Merci, ma fille. Des larmes silencieuses ont coulé sur mes joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de paix. Tous les autres ont levé leur verre. À Amélie, ont-ils dit en chœur. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie non seulement vue, mais célébrée. Pas pour un contrat que j'avais signé, ou pour un titre que j'avais obtenu. Mais pour qui j'étais. Plus tard, alors que nous débarrassions la table, ma mère m'a prise à part. Je ne te demanderai jamais de me pardonner complètement, Amélie, m'a-t-elle dit, ses yeux brillants d'une sincérité désarmante. La blessure que nous t'avons infligée était trop profonde. Mais je veux que tu saches que chaque jour, je regrette mon aveuglement. J'étais tellement obsédée par l'idée de ce que tu devais être que je n'ai jamais pris le temps de voir la femme extraordinaire que tu étais. Son aveu a été le baume final sur une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais complètement, mais qui ne me ferait plus souffrir. En rentrant ce soir-là avec Étienne, je me sentais sereine. La fortune matérielle de ma famille avait disparu, mais nous avions trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Nous avions trouvé l'honnêteté, la résilience, et la capacité de nous réinventer. J'ai appris que la plus grande force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la manière dont on se relève, et dans le courage d'aider ceux qu'on aime à se relever à leur côté. Le pardon n'est pas un acte d'oubli. C'est un choix conscient de ne plus laisser le passé dicter l'avenir. Et vous? Avez-vous déjà été confronté à une trahison familiale? Avez-vous dû choisir entre couper les ponts et tenter de reconstruire? Le pardon est-il toujours la solution, ou y a-t-il des limites à ne pas franchir? J'aimerais beaucoup lire vos histoires, vos réflexions, dans les commentaires ci-dessous. Chaque expérience est unique et mérite d'être entendue. Si mon histoire a trouvé un écho en vous, si vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour changer et guérir, alors merci de laisser un « like » sur cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits de vie, de défis et de transformation. Merci de m'avoir écouté. Et rappelez-vous toujours, ce n'est pas dans l'absence de tempête que l'on trouve la paix, mais dans notre capacité à naviguer à travers elle, et à reconstruire, plus fort, sur les rivages qu'elle laisse derrière elle.